tous et à toutes, bienvenue dans le nouvel épisode de Micro-Croisé, un podcast des étudiants de l'ENSAMA pour les étudiants de l'ENSAMA. On se retrouve aujourd'hui pour la série d'interviews intitulée Portrait d'artisan, qui a pour but de donner de la visibilité aux créateurs, créatrices de l'école, qu'ils soient en design ou en métier d'art. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Luce, une étudiante de l'ENSAMA, qui va nous parler un peu d'elle et on va essayer de découvrir ce qu'elle fait. Donc, de ce que j'ai compris, tu es en section espace. Oui, c'est ça, en espace patrimoine, donc en 3e année. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter au sein de l'école, quelle pratique tu as ? Moi, je m'appelle Luce, j'ai 23 ans, je viens de Bretagne, donc j'ai fait un parcours lettres et arts en Bretagne. Et donc, avant de venir à l'ENSAMA, j'ai fait 2 années d'études en décoration d'intérieur. C'était où ? C'était à Rennes. Ok. Voilà. Donc j'avais déjà un diplôme et concernant ma pratique à l'école, c'est très varié parce que je suis par exemple les cours du soir, donc je fais céramique. L'année dernière, je faisais du modelage et vraiment j'ai vraiment envie de toucher à tout en plus de mes cours. Et donc là, pour ma pratique personnelle, j'ai une entreprise de bijouterie. Ok. Quelle est la complémentarité peut-être de ta formation à l'ENSAMA en lien avec ce parcours ? Alors, j'ai continué mes études. Donc là, j'étais en décoration d'intérieur et c'était pour... ça me semblait un peu court comme étude et je voulais vraiment me reprofessionnaliser et faire un parcours aussi dans une filière publique parce que j'étais dans une école privée et donc aussi renchérir avec une école qui avait peut-être plus de renommée tout simplement. Voilà. Ok. Et est-ce que lorsque tu as pensé à intégrer l'ENSAMA, tu t'es dit il y a des ateliers justement plus manuels qui vont m'intéresser que tu n'avais pas là-bas ou pas du tout ? Après ça, je l'ai découvert après coup que c'était vraiment une école avec une grande partie métier d'art. En fait, j'étais un peu perdue aussi sur mon orientation. J'avais envisagé partir plus justement en métier d'art, dont à l'école Boulle, mais que j'ai pas fait finalement. Voilà. Et par curiosité, c'était quoi l'école Boulle qui t'intéressait ? C'était, j'avais postulé en tout ce qui était filière mobilier, ébénisterie, etc. Mais après, j'avais peut-être pas le profil vu que j'avais fait plus de la décoration d'intérieur et on était moins sur quelque chose de manuel. Donc, voilà. Ma question suivante, ce serait actuellement, quelle est ta pratique artisanale ? Quelle matière est-ce que tu travailles ? Comment tu la travailles ? Et aussi peut-être... comment tu vois cette pratique évoluer ? Il y a 1 an pour le marché de Noël, j'ai commencé à faire des bijoux en pâte polymère et résine, donc inspirés des années 70, des créoles avec des motifs, des couleurs variées. Et donc là, je souhaiterais étendre cette activité donc avec par exemple de l'upcycling de mobilier que je trouve dans la rue. Là, j'ai fait des restaurations de chaises où je refais les tissus, je refais les assises, les tissus. Et aussi étendre cette activité à la fabrication de luminaires, d'abat-jour toujours en textile, donc avec du tissu upcyclé que je récupère sur des brocantes, dans des Emmaüs, voilà. Oui, ok. Ouais. Tu crées des objets, mais est-ce que par exemple pour tes luminaires, il y a des normes que tu dois respecter ? Est-ce que tu dois passer par un organisme qui doit certifier que, ton objet est vendable ou autre ? Alors, concernant les normes, c'est plus au niveau des bijoux. Il y a des normes concernant, par exemple, le métal qui va être utilisé pour donc ça soit sans nickel et sans plomb et hypoallergénique. Donc ça, je fais vraiment attention à mes fournisseurs pour avoir quelque chose qui convient à tout le monde. Concernant les luminaires, ça va plus être dans les choix des textiles, de prendre... Oui, c'est pas inflammable, j'imagine. Oui, c'est ça, de prendre justement des cotons qui résistent bien à la chaleur. Après, même si on est sur des ampoules qui sont économiques, donc qui chauffent pas, des LED, etc. Mais non, faire attention à la qualité des tissus. Et puis, voilà. Ok. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Parce que tu nous as parlé des années 60 ou 70, je ne sais plus. Et est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui vont t'intéresser ? Oui, donc mon inspiration principale, c'est vraiment la période qui s'étend donc des années 60 à 70. Donc notamment dans les couleurs qui sont très inspirées, par exemple, de l'art africain, dans les motifs, les couleurs. On va dire sur des couleurs qui sont vraiment pop, des couleurs chaleureuses. Concernant des designers qui m'inspirent vraiment, il y a notamment Werner Pantone,
qui est l'un des représentants principaux du mouvement des années 70, Space Age, etc. Ok, est-ce que tu aurais un peu plus d'informations sur le mouvement Space Age, si jamais on ne le connaît pas très bien? Le mouvement Space Age, c'est un courant un peu rétro-futuriste du design des années 60-70. Donc c'était vraiment, il y a un film, je sais plus le nom, je suis désolée, mais il y a un grand classique du cinéma, donc qui reprend vraiment du mobilier avec des formes, des formes organiques. Okay. Et voilà. Donc c'est un film américain, français. Je sais pas si c'est Star Trek, je crois. Ok, voilà, ok, bah ouais, peut-être carrément. Oui, c'est ça en fait. Je me suis trompée, désolée. Non, mais c'est Star Trek. Ok, d'accord. Puis je puise beaucoup mes inspirations dans des films que j'aime beaucoup des années 60. Par exemple, là, je vais faire une collection sur les Demoiselles de Rochefort. Ok. Voilà. Tu parlais de films. Je me demandais, est-ce que par exemple, il y a des égéries, je sais pas, françaises ou américaines qui t'intéressent plus, qui t'inspirent plus, que ce soit les années 70 ou aujourd'hui, et est-ce que, je sais pas, faire un voyage aux USA t'intéresserait, ou est-ce que ce serait dans un autre pays, je sais pas, d'Asie ou autre? Est-ce qu'il y a une culture qui t'intéresse au niveau des motifs, etc. Parce que je sais qu'au Japon, par exemple, ils ont des motifs très spécifiques. Est-ce qu'il y a un pays qui t'intéresse plus qu'un autre, ou vraiment ta pratique s'inspire de tout? Il y avait par exemple dans mes motifs, par exemple, je reprends des motifs de broderie, notamment les broderies afghanes qu'on peut retrouver sur les tissus, qui sont vraiment magnifiques. Sinon, les motifs sont vraiment... en fait, les années 60, ça s'inspire directement de l'art africain, tout simplement. Donc, pourquoi pas avoir au niveau de ces motifs-là. Sinon, un pays qui m'intéresserait, ça serait peut-être d'aller en Allemagne, parce que eux, ils ont vraiment un courant Space Age qui a été beaucoup plus développé qu'en France. Nous, on avait surtout des motifs à fleurs, et eux, c'était plutôt du géométrique. Donc, par exemple, en Allemagne, t'as des grands magasins de tissus, justement, qui rééditent tous ces tissus, magnifiques, géométriques et tout. Donc, pourquoi pas faire un saut en Allemagne pour aller me fournir en tissu. Donc, voilà. D'accord. Ça marche. Ouais. Trop intéressant. Est-ce que dans ce que tu crées, il y a une technique particulière que tu aimerais partager ou une spécificité? Donc là, sur les matériaux, en ce moment, je suis en train d'assez expérimenter, parce que donc c'est plus la question de la résine, parce qu'il existe vraiment différents types de résine. Et la problématique principale, c'est de créer avec des matériaux qui seraient plus respectueux de l'environnement, parce que malheureusement la pâte polymère, on le sait, c'est fait avec c'est du plastique, c'est fait avec du pétrole. Et donc je voudrais réussir à ramener ce côté plus respectueux dans ma pratique, notamment avec des résines naturelles. Voilà. Ok. C'est en pleine recherche. Okay. Et je me disais, en fait, là, comme ça, je pense à une artiste que j'ai vue sur Insta. Je me rappelle plus du nom de son compte, mais j'avais vu qu'en fait, elle reprenait des tringles de rideaux et elle en créait des boucles d'oreilles. Et je me dis, du coup... Je la connais, oui. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, est-ce que justement, tu as pensé à intégrer le bois et, je sais pas, essayer de recréer des motifs sur le bois pour que ça colle à ton univers années 70 ou pas forcément le bois? Enfin, je sais pas. Concernant le bois, j'y avais pensé, mais après je trouvais que c'était trop éloigné, parce qu'en fait je cherchais vraiment l'effet un peu glossy qu'on peut retrouver dans les bijoux, avec des couleurs très 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 flash. Mais non, après par contre je commence à intégrer du tissu, du textile que je recouvre, donc pour garder le côté motif. Et d'ailleurs, tous tes tissus que tu vas utiliser pour recouvrir tes boucles d'oreilles, est-ce que c'est justement les tissus que tu vas trouver dans la rue ou Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout. C'est que du recyclage, des tissus qu'on m'a donnés, ou alors des tissus qu'on m'a donnés. Par exemple, j'avais fait un vide-maison et il y avait des super rideaux, et la dame, elle était ravie que j'en fasse quelque chose d'autre, donc elle me les a donnés. Il y a aussi des rideaux de caravane que je récupère. C'est trop bien. Très très varié. Donc bon. Est-ce que plus tard, je sais pas ce que tu vas faire, ce que tu envisages de faire après l'ENSAMA, mais est-ce que tu devrais vraiment te spécialiser dans ce domaine, et est-ce que tu aimerais vivre de ta marque que tu as créée liée à l'artisanat? Alors, vu que je ne sais pas encore ce que je veux faire, je vais te dire oui, parce que j'aimerais développer cette marque pour
par exemple proposer une gamme de décoration pour la maison, donc plein d'accessoires, donc que ça soit d'aller de la lampe jusque je sais pas, des accessoires qu'on peut trouver dans une cuisine par exemple. Donc là voilà. Ok. Est-ce que l'école en soi, bon après t'es en espace, mais est-ce que l'école en soi t'a apporté un truc en plus par rapport à ta pratique de bijoux ou pas? Après, toute ma pratique de bijoux, je la fais depuis Okay. chez moi, Oui. mais d'avoir accès quand même aux ateliers, par exemple à l'atelier céramique. Bah ouais, c'est ça, tu m'as dit que tu pour faisais les beaucoup espaces. d'ateliers. Oui. Et par exemple, j'avais commencé la sérigraphie. Parce que donc mes bijoux sont sérigraphiés par endroits et ça m'a pas mal apporté aussi pour ça. Donc, Ok. de comprendre le process, etc. Voilà. Question un peu philosophique. T'inquiète. Donc, Tu me prépares. mais comment vois-tu l'avenir de l'artisanat dans notre société? Et est-ce que... Ouais, je sais, c'est beaucoup. Et tu sais, il y a tout ce qui est impression 3D aujourd'hui. Et du coup, où est-ce que est le sens de l'artisanat? Puisque maintenant, on peut créer des bijoux directement à partir de machines. Et est-ce que l'artisanat va être perpétué? Est-ce qu'il va disparaître? Et aussi, quelles nouvelles formes d'artisanat vont apparaître? Est-ce qu'il va être plus lié au digital, etc. Mais même toi, dans ta pratique, je sais pas s'il y a des machines qui peuvent déjà t'aider. Là, pour l'instant, je suis en train peut-être d'expérimenter la découpe laser pour voir, parce que, par exemple, il y avait beaucoup de bijoux qui étaient aussi réalisés en acrylique, donc dans des acryliques de couleur. Donc, pourquoi pas tester ça? Après, il y a quand même... moi, dans ma pratique, j'ai un vrai plaisir à modeler la matière, etc. Et concernant l'avenir de l'artisanat en France, en vrai, j'ai envie de te dire oui et non qu'il a un avenir, parce que malheureusement, sur les marchés, les gens, ils achètent de moins en moins sur les marchés de créateurs, puisqu'il y a le pouvoir d'achat qui a baissé. Et même au niveau du prix, ça va forcément être plus élevé que... Ah bah oui. Enfin, c'est un savoir-faire, donc tu achètes un produit, mais tu achètes aussi un savoir-faire. Et donc les gens, des fois, n'ont pas tendance à comprendre ça, et que derrière un produit, il y a aussi tout ce que le créateur il va devoir rendre à l'État, ses matières premières, son packaging, etc. C'est vrai que oui, en effet. Même moi, je me fais cette réflexion, malheureusement, mais quand on voit un bijou et qu'on se dit « Ah bah ça, certes, c'est une créatrice qui l'a fait, mais au final, je peux l'acheter pour 10 fois moins cher dans une grande enseigne. » C'est vrai qu'il y a toujours ce truc un peu horrible de se dire bah ouais, qu'est-ce que je fais parce que ça coûte très cher, alors qu'en fait, il y a vraiment beaucoup plus derrière. C'est un bijou qui a une âme et qui est je sais pas comment le décrire, mais je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je me disais, qu'est-ce que tu fais comme salon? Et est-ce que tu tournes un peu en région parisienne? Oui, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai commencé à réaliser des bijoux à l'occasion du marché de Noël de l'Ensama. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai lancé mon activité, et après j'ai commencé à faire différents marchés de créateurs. Donc par exemple, j'en ai fait à la Cité Fertile, donc qui sont un tiers-lieu. Le deuxième marché que j'ai fait, c'était au Hasard Ludique, donc qui est aussi un tiers-lieu, qui se situe sur des rails. Ok. Après, j'en ai fait plusieurs en Bretagne, mais c'était une autre organisation, parce que j'ai dû acheter un Barnum, par exemple, parce que c'était en extérieur. Okay. Enfin voilà, et j'allais en voiture sur les... Enfin, c'était différent que d'aller en métro. Pour participer au marché, tu dois t'inscrire quelque part. Comment ça fonctionne? Oui, donc c'est un système d'inscription. Il y a plusieurs organismes, des associations qui organisent des marchés de créateurs. On parle aussi de pop-up stores qui vont organiser. Et donc quand on a une marque, souvent, qui commence un petit peu à se faire connaître, les pop-up, ils vont venir des fois, c'est eux qui te démarchent pour te demander si tu veux participer. Après, malheureusement, sur Paris, le coût, il est très, très élevé. On parle d'un prix pour l'emplacement de 180 € pour 2 jours. Ah oui. Donc, il faut être sûr d'être rentable et faire très attention aussi à par quel pop-up on se fait démarcher, parce que des fois, il y a des gens qui se permettent de mettre des prix très élevés alors que ils vont pas... C'est pas justifié. Non, c'est pas justifié. Ils vont pas faire forcément beaucoup de communication. Et autrement, même peut-être le pop-up est pas dans un lieu de passage, etc. Voilà, donc il faut vraiment se renseigner. Après, il y a des tiers-lieux qui vont vraiment dans le sens des petits créateurs et qui proposent des emplacements pas chers, à 10 € la place. Okay. Par exemple, l'Ensama, c'est la braderie de l'Ensama, ou le marché de Noël, c'est hyper valable quand t'es créateur.
Ouais. Ok, et d'ailleurs, le marché de Noël de cette année, comment est-ce que tu l'as vécu? Pourquoi t'aimes autant faire ce marché? Parce que en vrai, t'aurais pu te dire, je viens la première année, je viens pas la deuxième année, même si évidemment t'as envie de vendre tes créations. Mais vu que tu vas sur d'autres marchés, enfin, je sais pas. Alors cette année, c'est le seul marché que j'ai fait parce que donc c'était en rendu de mémoire, donc j'avais pas le temps de produire assez de stock pour faire d'autres marchés. Et puis après, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça me permet de rencontrer directement les élèves de l'ENSAMA à qui j'ai pas forcément l'occasion de parler habituellement. Et puis non, j'aime beaucoup l'ambiance aussi, le BDE, enfin voilà. Ok, ça marche. Ok, donc là, on va arriver vers les dernières questions. Quelle section tu aimerais que j'interviewe prochainement? J'avoue que la section vitrail m'intrigue énormément parce que on va pas. Pour ma part, j'ai été visiter que quelques fois l'atelier vitrail. Là, j'avais récupéré aussi des morceaux de verre pour voir si je pouvais en faire des bijoux, mais j'avais pas les outils nécessaires pour couper le verre. Mais là, interviewer quelqu'un en vitrail, ça pourrait être super intéressant pour voir aussi comment il matérialise la lumière, etc. Enfin, ça peut être trop bien. Super, merci Luce. En toute dernière question, est-ce que tu aimerais partager tes réseaux pour qu'on puisse retrouver ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc j'ai un petit compte Instagram qui s'appelle orangefactory.70 et où je partage le processus de création, comment je fais, voilà, même s'il y a des gens qui seraient intéressés pour faire pour réaliser ce genre de pratique, c'est avec plaisir, même s'ils veulent venir me poser des questions, voilà. Il n'y a pas de problème. Ok, bah super, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci. Merci à tous les gens qui auront pris le temps d'écouter ce petit épisode de podcast et on se retrouve une prochaine fois pour une autre interview. Salut!